Bonjour, mon nom est Lynn McVeigh. Je suis la présidente directrice générale du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'appelle ce soir pour déclarer que nous sommes fortement inquiets d'une situation dans un CHSLD privé conventionné où on découvre plusieurs décès. Je demande à ce qu'il y ait une enquête policière et que vous rapportiez aussitôt que possible à une personne en autorité à la SPDM que je souhaite avoir une enquête policière. Vous, dans le fond, c'est qu'il vous a été rapporté qu'il y a beaucoup de décès dans cette résidence-là. C'est ça? Alors, depuis le 13 mars 2020, il y a eu 31 décès. Sur combien de résidences avez-vous? 134. Il n'y a pas personne qui a subi des conséquences négatives de ces transferts. Les médecins ont eu beau sonner l'alerte, les familles ont bien pu dénoncer la stratégie. Transférer les patients des hôpitaux vers les CHSLD était la chose à faire, selon le premier ministre. C'est ce qu'il fallait faire pour accueillir éventuellement la vague qui viendrait suite à la COVID-19. Il fallait être préparé pour le pire scénario. Mais un aspect a été sous-estimé, selon le docteur Arruda. Ce sont des porteurs asymptomatiques et des gens qui n'ont pas de symptômes ou très peu et qui sont contaminés. C'est arrivé dans les CHSLD, mais si ces patients-là étaient restés en milieu hospitalier, je vais vous dire une chose, il aurait pu avoir des travailleurs de la santé qui auraient été infectés et qui les auraient rendus malades. C'est inconcevable, c'est une catastrophe. Il a manqué à quelque part. Dit, venez la voir parce qu'elle ne fera pas 24 heures. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment on en est venu là. Elle ne peut pas sortir. Comment elle peut attraper ça? Elle est confinée en dedans. Elle fait partie des victimes. Quelqu'un lui a donné. C'est incompréhensible, ça. Il est 3h30 du matin. Ça, c'est une des deux ailes de mon étage. Ça, c'est l'autre. Au total, il y a 25 chambres. Je suis la seule personne ici. Il n'y a pas d'infirmière. On a 2 infirmières pour les 4 étages. Fait que pas de break pour personne non plus. J'étais en train de travailler avec une dame qui est retraitée. Qui est une physiothérapeute retraitée, qui est venue donner un coup de main à la suite de la demande du gouvernement. Puis quand je suis montée pour faire les changements de culottes sur son étage, vu que je venais de finir l'étage d'en bas avec ma soeur qui travaille avec moi, la madame pleurait, puis elle m'a dit « je suis pas capable ». Fait que là, on a des retraités fatigués qui ont déjà assez donné dans leur vie. On leur fait faire des chiffres de nuit, on les laisse tout seuls sur un étage. Moi, le mieux que je peux faire, c'est être volante sur tous les étages pour aider chaque personne à changer les culottes qu'il a à changer. La madame a quitté, je peux pas la retenir, c'est une dame âgée, elle a assez donné à la société, fait que je lui dis, mais allez-y. Allez-y, pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de voir personne s'appliquer du 4e étage. J'ai envie de voir personne se suicider. Il y a personne. Je ne sais pas si vous savez que c'est impossible de changer quelqu'un, la culotte d'inconscience de quelqu'un qui pèse 250 livres tout seul, quand on n'est pas formé pour ça. Mais c'est là que je me retrouve. Moi aussi, j'ai envie de m'en aller. Moi aussi, j'ai envie de dire aux gens qui travaillent avec moi en ce moment, ben moi aussi, je m'en vais, moi aussi, je suis fatiguée, puis moi aussi, j'ai envie de dormir.
Mais je peux pas faire ça, je peux pas m'en aller. J'ai 28 ans, je pourrais être capable de toffer ça. Je pourrais être dans la fleur de l'âge, être capable de supporter des épreuves de la vie qui viennent nous écorcher jusqu'au fond de notre âme, puis je suis pas capable en ce moment de me dire que j'ai les nerfs pour gérer ça. Mais je vais rester pareil. Il y a personne. Vous trouvez ça normal? C'est tout ce qu'on a comme matériel, c'est ça. Là, j'ai plus le droit de quitter mon étage. Qui va aller aider ma soeur? Puis qui va venir m'aider moi? Mystère. Bienvenue au Québec en 2020 en temps de pandémie. À 1h50, je suis tout seul sur mon étage. 1h50 de la nuit, j'ai eu 2 personnes à risque de chute qui se sont levées en même temps. Et à partir du 15 octobre, il y a des grosses chances que sur certains étages, il y ait 0 préposé. Donc, il y a plein de monde à risque de chute qui vont tomber et fort possiblement se casser la hanche. Mais c'est le système de santé que la CAQ veut, alors c'est ça. C'est-à-dire que personne n'a pris en charge. Que ce soit le ministère ou que ce soit les propriétaires ou que ce soit le CIUS. Tout le monde s'est écrit. Il y a eu beaucoup de courriels qui sont passés, mais pendant ce temps-là, des gens mouraient. Il y avait des gens qui étaient déshydratés. Il y a des gens qui étaient dans leurs excréments, puis on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Fait que ça, à part égale, tout le monde a fait. Marie Rinfret, protectrice du citoyen. Je veux vous parler d'un rapport d'enquête qui me tient particulièrement à cœur, qui porte sur la COVID-19 dans les centres d'hébergement de soins de longue durée durant la première vague de la pandémie. Comme vous le savez, cette première vague de la COVID-19 a frappé durement ces milieux de vie. Entre mars et juin 2020, des milliers de personnes âgées y sont décédées dans des conditions innommables. Alarmée, j'ai décidé d'enquêter avec mon équipe pour cibler les causes de la crise, pour agir et se souvenir. Je vous présente quelques constats de cette enquête. D'abord, pour se préparer à la COVID-19, les autorités ont mis les hôpitaux au centre des opérations sans avoir un portrait de la réalité des CHSLD. De nombreuses personnes hospitalisées ont alors été transférées dans des CHSLD pour libérer des lits. Les CHSLD ont vite été en surcapacité. Ces transferts et le fait que le personnel atteint de la COVID-19 devait quitter leur poste ont accentué les effets néfastes du manque de personnel sur les personnes hébergées. En plus, le personnel n'avait pas le matériel de protection nécessaire ni les réflexes en matière de protection et de contrôle des infections pour freiner la propagation du virus. Enfin, les autorités ne pouvaient pas compter sur des informations complètes et à jour pour la prise de décision. Maintenant, que faire pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise? Dans notre rapport, nous faisons 27 recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elles misent sur des solutions réalistes, ciblées, durables et innovantes. Je vous invite à lire notre rapport pour en apprendre davantage. Je termine en vous assurant que mon équipe et moi ferons un suivi serré de nos recommandations. Je vous remercie de votre intérêt. Avez-vous demandé à un moment donné de transférer du matériel des hôpitaux vers les CHSLD? Il faut protéger le personnel en CHSLD. Ben, on l'a fait.
Le 27 mars, là, c'était clair, qu'il y avait de la transmission asymptomatique. Il n'y a pas eu de directive cette journée-là en disant à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui rentre au CHSLD sans masque. Comment on explique ça? Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un comité sur les aînés? Il n'y en avait pas. Il y en a eu un après. Mais comment ça se fait qu'il n'y en avait pas? On l'a fait après. Girard Gros, Madame Mécan 5. Monsieur Fitzgibbon-Terrebonne, Madame Roy-Montarville, Monsieur Lemay-Masson, Monsieur Simard-Montmorency, Madame Lavallée-Repentigny, Monsieur Martel-Nicolet-Bécancourt, Monsieur Roberge-Chambly, Monsieur Lévesque-Chauveau, Madame Lachance-Bellechasse, Monsieur Charette-de-Montagne, Monsieur Lamontagne-Johnson, Monsieur Carman-Taillon, Madame Blais-Prévost.